Quand je regarde l'île Seguin, c'est d'abord pour moi une usine puisque j'y ai travaillé 10 ans. Pour moi, c'est le témoin d'une structure industrielle d'avant-guerre ou de juste après la guerre, totalement dépassée. Une sorte de monument urbain. Parce qu'en fait, quand on le voit à Seychelles, c'est 1 kilomètre de long, c'est quelque chose d'un peu monstrueux, il faut bien le dire. Mais dans le bon sens du terme. Une grande forme bien établie sur l'eau et au creux des collines, et qui est comme une sorte de place en devenir pour tout l'ensemble des Hauts-de-Seine. C'est un lieu où j'imagine construire un vaisseau spatial qui à la fois flotterait sur l'eau et en même temps serait suspendu dans les airs. Pour moi, c'est à la fois un bateau, mais qui n'est pas un navire de plaisance. C'est un bateau peut-être de la marine marchande, à moins que ça ne soit Alcatraz, dont ça peut rappeler aussi la forme. Si je la regarde, c'est affectif et j'ai pas de vision d'architecture, les images de bateaux. Non, c'est uniquement la même. Enfin, tous les anciens en général, c'est au niveau de la mémoire que ça nous a marqué. Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris, c'est le siège historique de l'entreprise Renault qui y est née en 1898. Au fur et à mesure de son développement, Renault s'étend sur l'ensemble du quartier de Billancourt, puis franchit la Seine en investissant l'île Seguin. Une première usine ouvre sur l'île en 1929 et elle va s'agrandir jusqu'à occuper les 11 hectares de sa superficie. Billancourt devient à partir des années 30 une des plus grandes usines automobiles du monde. Elle couvre 100 hectares, 40 000 ouvriers y travaillent. C'est l'usine des temps modernes, le lieu où sont importées les méthodes américaines de production développées par Ford, spécialisation des tâches, travail à la chaîne, contrôle des cadences. Après 63 ans d'activité, l'île Seguin ferme ses portes en 1992. 10 ans plus tard, l'usine est toujours là. Elle se dresse dans une boucle de la Seine à 4 km de Paris. Le site est très convoité et c'est finalement l'homme d'affaires François Pinault qui va y lancer le premier chantier. Il a décidé d'installer sa fondation pour l'art contemporain sur la pointe aval de l'île. Le bâtiment doit être construit par l'architecte japonais Tadao Ando. Je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup d'usines dans le monde de ce type. Je crois qu'il en existait une aux États-Unis, où ne disposant pas de grandes surfaces à plat, il faut bien trouver la dimension ailleurs, et la dimension, c'est en altitude. Alors, derrière moi commence ce qu'on appelle l'enchaînement des voitures, c'est-à-dire qu'avec les pièces de tôlerie qui ont été embouties, on commence à fabriquer la carrosserie. Puis ensuite, on monte complètement au 3e, 4e et 5e étage, où là, on peint la voiture. Ensuite, on redescend au 2e et au 1er étage pour habiller la voiture, sa planche de bord, ses vitres, ses serrures. On ferme la boîte et on revient au rez-de-chaussée où la voiture est terminée. C'est à 10 mètres là que les voitures sortent de la chaîne pour
rouler de seul, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un ouvrier, un essayeur, rentre dans la voiture, tourne la clé du Neyman et la voiture démarre. Et je vous assure qu'elle démarre. Alors il en sort une toutes les minutes 30, toutes les minutes 40 à peu près. Ces installations démarrent le matin vers 6h30 du matin. Et au plus fort de l'activité de l'île Seguin, dans les années 70, terminent leur activité vers 22h30. Plus les années passent à fabriquer des voitures dans l'île, plus on s'aperçoit que le processus est compliqué, qu'il n'est plus très économique par rapport à ce qu'on peut faire dans une usine moderne. Économiquement, ça n'est pas valable et on se rend assez vite compte qu'il faut fermer cette usine, qu'il faut arrêter. Alors le problème, c'est qu'il faut l'arrêter progressivement, parce qu'il y a quand même de très nombreux emplois, et essayer de le faire sur une période telle que grâce au départ, aux pré-retraites, etc., les choses puissent se faire calmement. Donc voilà, on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait fermer, et on a fermé en 1992. L'île Seguin était tout sauf vétuste, puisque si l'extérieur avait été un peu laissé à l'abandon, on avait oublié de faire les ravalements, l'intérieur a été complètement modernisé en 1984 pour accueillir un nouveau véhicule, l'Express. L'argument industriel est faux, c'est un argument politique qui a prévalu dans la fermeture de l'île Seguin. L'État s'est désengagé de Renault depuis 1980. Quand Mitterrand a été élu, il a dit « je vais m'occuper personnellement du dossier Renault ». Madelin ensuite s'est occupé de Renault, début de la privatisation, Balladur, etc. Donc même en l'abordant de façon culturelle, comme ça a été fait avec le gouvernement Jospin et Catherine Tasca, là encore on refuse de s'ingérer dans une entreprise pourtant qui a appartenu à l'État et au peuple pendant des années et qui appartenait, puisque maintenant l'État a encore diminué sa part, mais qui appartenait encore à l'époque, il y a presque 50% à l'État. Donc c'est un désengagement total de l'État, c'est une politique de renoncement qui est incompréhensible. Billancourt n'était pas une usine comme les autres. À la Libération, l'entreprise Renault est nationalisée, elle devient la Régie nationale des usines Renault. À Billancourt, le patron c'est désormais l'État, qui va travailler main dans la main avec les syndicats pour gagner ce qu'on appelle alors la grande bataille de la production. La régie sera donc un outil de production performant, en même temps qu'un laboratoire pour de nouvelles relations sociales. Mais la lune de miel entre l'État patron et ses ouvriers ne dure pas. Pour les syndicats, CGT en tête, Billancourt devient le lieu privilégié de pression sur le gouvernement. On dit à l'époque, quand Billancourt tousse, la France s'enrhume. L'île Seguin prend alors sa dimension symbolique de forteresse ouvrière. En mai 68, Billancourt sera le lieu de ralliement des ouvriers à la contestation étudiante. C'est ici que le mouvement acquiert une ampleur nationale, et c'est là aussi qu'il s'achève avec la décision de la reprise du travail. Les accords de Grenelle seront soumis à l'approbation populaire des grévistes, rassemblés sur l'esplanade de l'île Seguin. Pour l'ensemble du personnel de la régie Renault, la garde de l'outil de travail massif dans l'usine. Dans la décennie qui suit, Billancourt reste le lieu de rencontre emblématique avec la classe ouvrière pour les hommes politiques, les artistes ou les intellectuels, comme Jean-Paul Sartre qui y vient à plusieurs reprises. Le peuple et les intellectuels sont séparés, il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Si on parle de revendications locales sur des choses purement usines, bon, on gère l'événement comme dans n'importe quelle autre usine. Si on commence à toucher à des données sociales qui peuvent avoir des déploiements nationaux, par exemple des problèmes de congés supplémentaires, la fameuse 4e semaine, etc., là, la caisse de résonance existe tout de suite. Alors vous imaginez ce qui peut se passer. Les journalistes et les médias sont à la porte de l'usine, donc cette proximité crée encore une fois une résonance, une importance, et pour les responsables de l'île, comme ça a été mon cas, des moments difficiles, puisqu'on voit bien que par moments le problème vous échappe. Vous n'avez plus la maîtrise de la situation, puisque l'enjeu
dépasse l'île Seguin, dépasse les lieux où vous êtes. L'île Seguin, enfin Billancourt, parce que l'île Seguin c'est une partie de Billancourt, ça représentait au-delà des murs de Billancourt, pour la France du travail, pour la France progressiste, mais aussi au niveau du monde, c'était des conquêtes sociales. Je crois que ça symbolisait beaucoup de choses. Par exemple, quand on a fermé Villevorde, tout le monde avait encore en tête la fermeture de Billancourt. Tout le monde savait que ça allait être dur parce que Billancourt, la forteresse ouvrière, n'avait pas su ou pas pu résister à la fermeture. Je trouve que c'est tout à fait sage pour l'entreprise Renault d'avoir abandonné ce site, d'avoir installé ces installations industrielles dans d'autres endroits, soit de la région d'Île-de-France, soit le long de la Seine, avec des usines beaucoup plus vastes, beaucoup mieux intégrées à l'environnement et dans lesquelles les conditions de travail sont tout à fait différentes. La fermeture de l'île Seguin, d'un point de vue national, c'est on change d'époque. C'est fini les prolos, c'est fini l'industrie, on se tourne vers des nouvelles technologies, on se tourne vers d'autres choses, quoi. Pourtant, l'île Seguin reste une référence évidente de la culture ouvrière. Et 10 ans après l'arrêt des chaînes, elle garde son pouvoir de mobilisation. Aujourd'hui, les anciens ouvriers se rassemblent, place Jules Guesde, devant l'entrée principale de Billancourt, pour protester contre les projets de transformation du site. Comment tu vas, toi? Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Il y a longtemps. Les vieux routiers de l'île Seguin, là. Nos enfants, on leur disait, vous allez travailler chez Renault. C'était pas presque une punition. Ben non. Vous allez travailler sur les chaînes chez Renault. Les parents maintenant avec leur môme, ils peuvent plus le dire ça. Ils ont tout enlevé. Plus de chaînes. J'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai 58 ans maintenant. Pendant 22 ans à Boulogne-Billancourt, dans le lycée Gap. Bon, le cours c'est très sympathique, mais on n'est pas là seulement pour ça. Si on a pris cette initiative, c'est qu'effectivement, après les années qu'on a passées dans l'île Seguin à y travailler, on pense complètement inadmissible, impossible de laisser faire que François Pinault, par exemple, qui s'est pu s'engraisser pendant toute sa vie sur le vapeur, sur le travail d'autres ouvriers, puisse racheter comme ça le tiers de l'île Seguin pour en faire sa fondation, même pas un musée national, avec toutes les œuvres qu'il a pu accumuler durant sa vie, puisse nier la réalité de cette île Seguin, puisse nier complètement la réalité de ce qu'on y a subi. C'est-à-dire que dans cette entreprise, et notamment dans l'île Seguin, il y avait un bouillonnement d'idées, un bouillonnement de lutte pour acquérir des droits. La bataille qui se poursuit, c'est une bataille pour continuer la mémoire de ce qui se dit aujourd'hui. Et surtout, que dans le cadre de ce qu'ils veulent faire ici, parce qu'ils veulent casser, hein, et ils veulent casser non seulement les bâtiments, mais surtout casser la mémoire. Je voulais dire que ça a été une rupture à la fin de l'usine Renault. Le jour qu'on a arrêté la dernière 4L, enfin la dernière voiture, je veux dire, et pour moi, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Ça a été un moment terrible. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas que cette mémoire soit effacée, qu'elle soit gommée. Je voudrais que cette mémoire, elle puisse non pas jouer les anciens combattants, mais au contraire servir à tous ces jeunes qui n'ont peut-être pas vu leur papa et leur maman travailler, mais qui ont fait beaucoup de choses ici ensemble. Et leur dire que leurs parents, c'était des gens bien. Et que le travail, c'est à travers le travail qu'on est vraiment intégré dans la vie sociale et dans la vie tout court. Il
faut savoir se rappeler ses bons souvenirs, il faut savoir en discuter avec des copains qui ont travaillé avec vous quand vous les rencontrez, et puis il faut savoir regarder la suite pour Renault. Il est clair que bien transformer ces lieux en une urbanisation de la ville qui soit satisfaisante a finalement autant d'importance que ce qui s'est fait dans le passé. Et pour moi, le vécu historique de l'île et les nombreuses années que j'y ai passées ont autant d'importance qu'aujourd'hui de bien réussir, par exemple, l'alliance avec Nissan, parce que à chaque événement, son moment. Après la fermeture de l'usine en 1992, Renault cherche à valoriser rapidement le site exceptionnel de l'île Seguin et consulte 7 grands architectes internationaux qui proposent chacun leur vision d'une île urbaine très dense. Cette première consultation, trop ambitieuse et prématurée, est rapidement abandonnée. Renault lance alors une deuxième série d'études, conjointement avec la mairie de Boulogne, et prend en compte cette fois l'ensemble des terrains de Billancourt. 3 projets d'urbanistes sont sélectionnés, et en 1998, après consultation publique, c'est le projet de Bruno Fortier qui est retenu. Sans désigner explicitement de lauréat, ils ont retenu les hypothèses qu'on avait formulées avec Pascal Crébier. Ce qu'on a imaginé, c'est d'articuler l'ensemble du quartier sur un parc, mais pas un parc qui ne dialoguerait pas avec l'autre rive, mais au contraire un parc qui se dirigerait vers la forêt de Saint-Cloud, de manière à démultiplier l'espace d'une certaine manière. Et on a travaillé 1 ou 2 mois, de manière assez rapide, puis c'est un processus de travail qui dure une dizaine d'années, hein, l'urbanisation d'un terrain comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait la polémique lancée par Jean Nouvel sur la conservation des bâtiments, spécifiquement de l'île. Le 6 mars 1999, le journal Le Monde publie un article de Jean Nouvel intitulé « Boulogne assassine Billancourt ». Ainsi, l'île Seguin serait rasée. Si cela advient, vous en êtes les responsables. Monsieur le maire de Boulogne, qui organisait. Monsieur le PDG de Renault, qui sacrifiait. Madame la ministre de la Culture, qui autorisait. La sepsie de l'île Seguin est une pâle ineptie. C'est un vaisseau de pierre, régulièrement et largement percé sur ses flancs. La continuité de l'enceinte sur l'eau lui confère cette noblesse qui d'habitude n'appartient qu'au château ou aux ouvrages militaires. C'est aussi beau que le crack des chevaliers. C'est le crack des ouvriers. Il ne s'agit plus seulement de ne pas désespérer Billancourt. Aujourd'hui, Boulogne assassine Billancourt. L'Ouest chic peut enfin s'affranchir de la promiscuité. Restons entre nous. L'ouvrier était sale, son usine est laide. Oui, j'ai écrit un article en 1999 parce que j'étais scandalisé qu'on puisse à nouveau pratiquer cette politique de la table rase et ramener toutes les exceptions les plus extraordinaires à un dénominateur commun qui est celui de la platitude totale, qui est celui de faire un bout de banlieue de plus ici. On est sur une île, on fait comme si c'était pas sur une île, on met toujours les mêmes petits immeubles, on met toujours la même proportion de logements, de bureaux, un peu d'espace vert au milieu, sans réflexion du tout sur ce que veut dire ce site par rapport à sa géographie, par rapport à son histoire et par rapport à ces fabuleuses anomalies qu'il faut exploiter. Quand quelque chose est différent, il ne s'agit pas de le ramener à quelque chose de normal, il s'agit d'exploiter ces différences pour faire quelque chose de positif avec l'exception. La beauté de l'île Seguin, au-delà de son état dégradé, c'est son échelle. Et c'est ce côté pétrifié, très abrupt, très dur sur l'eau, exactement comme un bâtiment au sens maritime du terme. Et quand on est à l'intérieur, ce sont toutes ces nefs parallèles qui se déroulent sur les hectomètres.
Actuellement, si on est à l'intérieur de l'île, je crois qu'au moment on a une perspective qui est presque 1 kilomètre. Bon, il faut voir aussi à quoi correspond la salle des machines, avec ces énormes structures métalliques. Il faut voir quelle utilisation on peut faire d'une typologie comme celle-là. Il ne s'agit pas de la garder comme ça. Il ne s'agit pas de dire que c'est un monument historique, il ne s'agit pas de ça. Ma conviction, c'est que la position la plus moderne aujourd'hui, paradoxalement, ce serait de partir de ce vocabulaire-là. Et ce serait de superposer sûrement à tout cela un certain nombre d'immeubles et de terrasses. Mais c'est de garder et de continuer cette concrétion. Parce qu'effectivement, le profil de l'île aujourd'hui et ses différenciations sont sûrement très difficiles à réinventer. L'intervention médiatique de Jean Nouvel, amplifiée par sa notoriété, réveille toutes les polémiques. Elle provoque l'abandon du projet Fortier et relance le débat sur les enjeux symboliques du site. L'île Seguin a une charge intellectuelle, morale et artistique et culturelle qu'il faut respecter. Et c'est sans doute Jean Nouvel qui, de manière un peu violente et à sa manière habituelle de casseur d'assiettes, a fait découvrir qu'on devait traiter l'île Seguin de manière un peu particulière. Nous ne conservions en effet que la pointe des machines, la pointe Sèvres, et l'ensemble de l'île, avec un périmètre de quai qui était transformé en jardin, était transformé et reconstruit. Bien. Apparemment, l'hypothèse était faite il y a 3 ans qu'on pouvait conserver l'essentiel des bâtiments. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que Ando n'a pas fait ce choix pour la pointe qui est la pointe des machines, et que Subilo et Greter n'ont pas non plus, pour l'instant, fait ce choix pour la suite. Donc on se retrouve devant l'hypothèse qui a été celle de la majorité des maîtres d'œuvre qui sont intervenus, Piano, Porzampar, moi ou d'autres, etc., et aujourd'hui Ando et les maîtres d'œuvre futurs, qui constatent qu'il est extrêmement difficile de conserver un bâtiment qui d'ailleurs est assez particulier, puisqu'il a été vidé de ses machines il y a 15 ans, il a été vidé de ses poutrelles intérieures il y a 10 ans, et il reste cette enveloppe, qui est une enveloppe assez extraordinaire, qui a été dessinée par la Prade, enveloppe qu'on peut conserver uniquement s'il y a certains programmes très particuliers. Si l'on imaginait par exemple une vocation de silo du type archives nationales, etc., ça me semblerait tout à fait sensé de réfléchir à la conservation de cette paroi. Si on a une programmation ouverte avec des activités et l'idée d'en faire un espace public, ça devient extrêmement difficile. C'était le point de la polémique, et pour l'instant, on en reste aux hypothèses que moi et d'autres avions émises. Après l'abandon du projet Fortier, la mairie de Boulogne choisit une nouvelle équipe d'urbanistes. C'est G3A, dirigé par Jean-Louis Subilo, et la démolition de l'île Seguin reste plus que jamais à l'ordre du jour. L'île Seguin aujourd'hui est en très mauvais état de solidité et de notre point de vue impossible à reconvertir directement, parce qu'il faut après, pour installer des nouvelles fonctions, trouver le moyen, il faut trouver les assurances, même en termes concrets, il faut assurer la sécurité, et les structures devraient être, si elles devaient être conservées, devraient être refaites en réalité, devraient être copiées. Donc nous pensons qu'il n'est pas possible de la conserver telle qu'elle directement. Il n'y a pas de qualité intrinsèque de l'architecture métallique. Ce n'est pas les halles de Baltard, ça a été fait à l'économie par Louis Renault. Il y a des éléments qui vont être conservés,
des éléments de relativement petite dimension. Le bâtiment X, un petit square avec le char de la guerre de 14 et puis l'atelier de Louis Renault. Il y a le pont d'Aïdé qui mène à l'île Seguin, l'entrée de l'île Seguin. Il y a la façade de l'entrée sur la place Jules Guesde, etc. Mais ce sont des éléments qui ne sont pas à la hauteur en quantité et en dimension et en force de ce qui a pu se passer ici. On a une sorte de poids de la mémoire. Alors, comment faire pour que la mémoire ne soit pas un fardeau? Comment faire pour que la mémoire n'empêche pas d'avancer? Il y a des gens qui ont des bagages si lourds qu'ils ne peuvent plus avancer. Alors, c'est plein de patrimoine dans chaque valise, mais on est cloué au sol. Donc, il s'agit bien de savoir comment on garde une trace sans tomber dans la nostalgie et comment on construit sans tomber dans l'amnésie. C'est le lieu d'un passé extraordinaire. Il y a la dimension de Renault, avec une histoire, toute une épopée industrielle et ouvrière de plus d'un siècle, tout le XXe siècle, ça a commencé à la fin du XIXe, qui est inscrite là, fortement, mais qui ne laisse pas de traces monumentales fortes. L'usine, d'une certaine façon, maintenant, a disparu, est devenue abstraite, l'entreprise est devenue mondiale, et je crois que c'est un changement de la société en général. Ce rapport entreprise-territoire change profondément. Je crois qu'il faut des explications là-dessus. Et ces explications dépassent un peu ce qui peut être fait sous forme de témoignages à travers des bâtiments. Intégrer l'usine dans la ville, c'était, de notre point de vue, un enjeu formidable. Tout le monde se plaint de travailler loin de son lieu d'habitation. Par exemple, il faut savoir que le technocentre, ce qui a remplacé en théorie, enfin pour partie Billancourt, est dans les Yvelines. En moyenne, les gens ont rallongé leur parcours de plus d'une demi-heure. Donc, adapter un lieu, un site industriel, dans une ville comme Boulogne, en l'harmonisant avec la ville, en veillant à la pollution, mais aussi en rapprochant les gens de leur lieu de travail, je considère que ça aurait été, c'est dans l'air du temps, mais il ne suffit pas que d'en parler, il faut miser, il faut faire ce genre de pari. Or là encore, une fois de plus, les intérêts économiques l'ont emporté sur des beaux discours, mais qui ne restent que des beaux discours. La ville de Boulogne a organisé depuis 1995 une série de consultations publiques et d'expositions au sujet de l'aménagement des terrains Renault. Mais le temps des décisions est arrivé et au conseil municipal, c'est l'heure des derniers débats. Le passé industriel pour moi, c'est un siècle, ce n'est pas mai 68. Mai 68, c'est un épisode à l'intérieur d'un siècle de réalisation industrielle. Et tout centré sur mai 68 me paraît une erreur historique fondamentale. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, on commence à s'en écarter un petit peu. Bien. Moi, je me rappelle d'une phrase tenue ici par M. Pemzec. Comment peut-on s'extasier devant un tas de ferraille? Il parlait de l'île Seguin. Eh bien, nous, on est désolés. On habite Boulogne. Pour nous, tout ça fait sens. Pas seulement telle ou telle unité, mais l'ensemble architectural que formait Renault, mais aussi la mémoire de ceux qui travaillaient. Pour nous, c'est un élément absolument essentiel et ne vous étonnez pas que nous y accordions une telle importance. Pour moi, je trouve fondamental
d'avoir eu l'accord de Renault pour conserver, pour refaire son siège social à Boulogne-Billancourt, de manière à bien accrocher l'entreprise nouvelle sur l'ancien secteur industriel, ça me paraît plus important que de conserver tel ou tel élément ou le tonneau sur lequel Jean-Paul Sartre est venu haranguer les ouvriers place Jules Guesde. En 2002, la mairie de Boulogne, conseillée par G3A, a adopté un plan d'ensemble pour l'aménagement des terrains Renault. Ce plan prévoit de démolir l'île Seguin et les quelques bâtiments restants sur Billancourt pour construire à leur place 960 000 mètres carrés. Il y aura donc sur Billancourt un nouveau quartier, mêlant bureaux et logements, autour d'un grand parc avec un nouveau théâtre et un centre d'équipement sportif. L'île Seguin, pour sa part, est promise à un destin plus culturel et ambitieux, mais encore vague. En pratique, l'entreprise Renault vend l'ensemble des terrains à DBS, un consortium de promoteurs. Cette vente est soumise à l'acceptation par Renault des projets de construction, tranche après tranche. La position de l'entreprise est de dire que nous n'admettrions pas une réalisation de construction urbaine, architecturale de mauvaise qualité. On dirait, sur les terrains Renault, il y a du béton. J'ai souvent entendu dire le PDG de Renault qu'il était très attaché à l'avenir des terrains de Billancourt, mais son premier attachement, c'est au nombre de millions d'euros maintenant que ça va lui rapporter. Dans nos négociations, on va parler en francs, on devrait tirer de la vente de ces terrains de l'ordre de 4 milliards de francs. Alors est-ce une somme considérable? Il y a 4 milliards de francs pris comme cela, c'est un peu plus que le coût d'étude et de développement de la Twingo, par exemple. Donc c'est beaucoup pour quelqu'un qui ne gère pas ces chiffres habituellement. C'est très relatif pour une entreprise comme Renault qui tous les ans lance un nouveau modèle ou tous les 2 ans lance un nouveau modèle. Le processus de vente est enclenché, mais le seul projet concret sur l'île Seguin, à ce jour, c'est celui de la Fondation Pinault pour l'art contemporain. François Pinault, qui depuis 20 ans achète des objets d'art très modernes et très contemporains, parfois discutables et parfois discutés, cherchait un emplacement pour installer ses collections. Il a d'abord cherché dans sa région natale et il a regardé à Rennes, à Saint-Malo. Bon. Il n'a pas trouvé d'endroit suffisamment important. Ensuite, il a regardé du côté de Paris et puis un jour, dans une discussion, l'idée de l'île Seguin a jailli. Il est venu voir, il en a parlé avec le président Schweitzer, il nous en a parlé avec l'actuel président de la République, qui a beaucoup poussé dans cette réalisation, et l'affaire s'est nouée, et c'est il y a 2 ans maintenant que nous avons signé le contrat qui permet d'affecter une partie de l'île Seguin, un quart de la superficie, à cette fondation d'art contemporain. La Fondation Pinault pour l'art contemporain est un projet privé et non une fondation d'entreprise. Elle doit accueillir la collection personnelle de François Pinault, estimée aujourd'hui à 1500 œuvres. C'est la première fois en France qu'une fondation privée atteint une telle importance. Après un concours international, François Pinault a choisi de confier la construction de son bâtiment à un architecte japonais mondialement reconnu, Tadao Ando. Le bâtiment proposé est ambitieux, 250 mètres de long, 48 mètres de haut, un volume équivalent à celui du Centre Pompidou. Le coût de la construction pour François Pinault sera de 150 millions d'euros, soit 1 milliard de francs. J'ai conçu une architecture dont la structure extérieure est très simple. Mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur, les espaces deviennent beaucoup plus complexes et forment une sorte de labyrinthe dans lequel les visiteurs évolueront.
En entrant dans le bâtiment, le visiteur découvre un grand espace qui évoque le Panthéon de Rome. Et c'est pour moi comme un centre à partir duquel la culture va se diffuser tout au long des siècles. J'ai voulu que le spectateur commence son parcours dans l'atrium par une expérience de l'espace forte et inhabituelle, qui le sort de sa vie quotidienne, qui le dépayse et le prépare au reste de la visite. À partir de cet atrium, le visiteur va monter les grands escaliers en se demandant vers quel univers ces escaliers l'emmènent. L'atrium doit créer chez le visiteur un état d'attente et de disponibilité particulier qui le prépare à la rencontre avec les œuvres d'art. Il y a, je crois, en effet, dans l'approche qu'a François Pinault de l'art, la relation qu'il établit en tant que personne avec les œuvres d'art, quelque chose qui est de l'ordre du retrait, de la méditation. Il aime l'art minimal américain, par exemple. Il se sent à l'aise dans cette intériorité de l'espace blanc, neutre, du silence qui peut accompagner la présentation de ce type d'œuvre. De quelle manière peut-on se dire Tadao Ando répond-il à ce goût de François Pinault pour une relation à l'art distanciée, pour ce goût du silence et presque du secret, hein. Souvent François Pinault dit que ce à quoi il aspirait en matière d'architecture, c'était à avoir à l'extérieur une cathédrale gothique et à l'intérieur une chapelle romane. Bon. Donc il n'oubliait pas ce que peut être le signe à l'environnement et pourquoi pas à la postérité, c'est plutôt la cathédrale gothique, mais à l'intérieur, il aspire à ce recueillement. Et dans l'architecture d'Ando, telle qu'elle va s'édifier ici, on a un jeu de superposition de 3 strates, une strate qui est un peu souterraine, un peu de service, un peu de réserve, qui est constituée par ce qui se trouve dans l'épaisseur du socle. On a une strate haute, qui est cet immense plateau qui flotte et qui va être luminescent puisqu'il est en verre, dans lequel on trouvera l'essentiel des collections. Pour joindre ce socle et ce plateau, il y a 2 tours verticales qui permettent l'ascension, mais entre les deux, il y a ce que Ando appelle le jardin sur l'eau et qui est une extraordinaire promenade architecturale. Si on arrive de l'amont de l'île, on découvre là une série de cours à ciel ouvert. On a, si on rentre à l'intérieur de la fondation, un grand atrium central en forme de cône inversé qui est lui aussi d'une certaine manière une promenade architecturale parce qu'on n'accroche rien là, si ce n'est la lumière qui vient zénithale d'en haut. Et puis, si on va vers l'aval, on découvre une suite d'emmarchements tout à fait extraordinaires, qui sont comme des gradins, qui sont vers l'ouest, vers le grand large. En tous les cas, il y a, traversant toute cette architecture, toujours le sens de la relation, c'est-à-dire cette distance qui fait qu'entre le plein et le vide, il y a parfois davantage d'importance accordée au vide, et c'est une générosité, c'est un don. Toute l'île va aujourd'hui, ou demain plus exactement, trouver quelque chose qui était le contraire de sa réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant une forteresse qui est faite de la force de l'occultation, et on va se retrouver demain devant une île qui aura toujours ce côté de murs verticaux s'élevant à partir d'un sol artificiel à 10 mètres au-dessus de l'eau, mais qui sera constamment scandée par des trouées, des transparences, sur les collines, les coteaux de Meudon, et donc une sorte de réalité, de perméabilité qui donne aussi la réalité de l'île en tant que pièce urbaine qui s'inscrit dans une stratégie territoriale. Parce que je parle beaucoup de l'île Seguin, mais elle n'est pas autarcique, elle est bien évidemment dans cette relation avec un territoire. Je trouve aberrant que François Pinault, symbole du capitalisme français, grand patron,
je ne crois pas au grand défenseur de la classe ouvrière, s'achète un bout de l'île Seguin pour exposer des œuvres dont il est possesseur. Et je ne trouve pas que ça soit, d'un point de vue symbolique, la meilleure chose à réaliser dans l'île Seguin. François Pinault met son propre capital dans l'opération. Et par conséquent, ça nous oblige à trouver des financements correspondants pour faire le nouveau pont, la passerelle, les quais, etc. Et les parkings. Hein. Donc ça nous oblige à mobiliser davantage, puisque lui il achète le terrain et il construit avec son architecte. Bien. Et deuxièmement, parce que quand on dit à des universités, à des laboratoires, à des entreprises de multimédia, ou à des organisations, je pense par exemple à des gens comme Luc Besson, qui est intéressé par quelque chose sur l'île, quand on leur dit « vous serez les voisins de la Fondation Pinault et vous aurez là entre 800 000 et 1 million de personnes qui viendront chaque année admirer les objets d'art », eh bien, quand on leur dit ça, à ce moment-là, vous n'avez plus de candidats pour venir installer là une petite start-up dans la communication ou bien bon, vous n'avez que des grandes entreprises et des gens qui ont des projets précis. J'ai 5 universités à proximité de quelques kilomètres et il est évident que nous aurons là un courant de rencontres, de passages, de discussions, d'ouverture sur les chercheurs du monde entier qui sera tout à fait intéressant. La ville de Boulogne entend bien profiter de l'élan créé par le projet de la Fondation Pinault. Et elle s'est efforcée de définir une vocation prestigieuse pour l'île Seguin. Faute de partenaires, ce programme peine à se concrétiser et se limite encore à des intentions. Les réflexions avançant, la décision étant prise par François Pinault d'installer sa fondation, on est arrivé au concept d'une île des deux cultures. C'est-à-dire à l'idée banale, mais en même temps très féconde, que la culture d'aujourd'hui, elle se nourrit de cette hybridation de la culture, de la création artistique et de la recherche scientifique. Et que l'on trouvera sur cette île les deux cultures, reliées par une cité internationale des arts et des sciences, et qui seront représentées par des institutions culturelles, par des entreprises, par des établissements de recherche scientifique, le tout trouvant d'une certaine manière son point de rencontre et de croisement dans des espaces de congrès, de vidéoconférences, de réunions. La question qui se pose désormais, c'est de savoir qui seront les voisins de François Pinault sur l'île Seguin et quelle architecture ils choisiront pour prolonger celle de Tadao Ando. Là encore, en l'absence de projet concret, les urbanistes ne peuvent exprimer que des recommandations générales. Nous pensons qu'il faut conserver la mémoire de la forme de l'île Seguin et de garder ce qui pour nous fait son caractère propre, le fait que ce soit un grand socle établi sur l'eau. C'est une forme générale sur l'eau qui est belle. On peut dire un mot sur la façade. Une proposition, une partie importante de notre proposition est de travailler sur la transformation de cette façade, de cette sorte de paravent qui entoure l'île, non pas pour la conserver, non pas pour la copier, mais pour la réinventer aujourd'hui, dans la même proportion et dans une position similaire en surplomb sur les rives de l'île. Et nous pensons que là, il y a matière à faire un concours pour trouver le développement d'un mur qui entourerait l'île, à part quelques vues cadrées, et qui pourrait être translucide ou transparent, et qui entourerait les bâtiments comme une peau extérieure, mais aussi des espaces non bâtis, pour bien marquer la continuité, parce qu'il y aura différents programmes, il y aura différentes architectures, pour marquer leur unité et pour donner toute son intériorité à l'île. Il faut que le projet prenne corps progressivement, le projet architectural proprement dit, se définisse avec les acteurs successifs dans une sorte d'atelier commun. C'est l'idée qu'avec Jean-Louis Subino, dès le début, on avait lancé, c'est qu'il ne peut pas faire d'entrée de jeu un projet détaillé d'architecture pour toute l'île, qu'il faut une démarche, et que cette démarche soit constituée progressivement à partir de principes solides, par les apports que peuvent faire tous les grands concepteurs qui seront invités à venir y travailler. Je sais qu'aujourd'hui, au niveau de la ville de Boulogne, on travaille beaucoup sur la morphologie de l'île, ce qui est déjà un progrès.
C'est-à-dire qu'on envisage de construire abrupt, qu'on envisage de construire sur le périmètre, on envisage de travailler sur une promenade qui suit la périmétrie. Mais tout ça n'est peut-être pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que cette périmétrie, elle fasse du sens. Et là se pose le problème, évidemment, de la continuité. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'architecte qui travaille sur la Fondation Pinault puisse avoir une certaine idée de l'île et travailler sur l'île. Bon, Tadao Ando est un fabuleux architecte. Hein, c'est quelqu'un qui peut régler beaucoup de problèmes. Encore faudrait-il que ces problèmes lui soient posés. Et en tout cas, quand il a répondu à la compétition, il a répondu essentiellement au projet de la Fondation Pinault. J'ai déjà dit à Tadao Ando que moi je souhaitais qu'il se rapproche le plus possible de la ville de Boulogne pour essayer de constituer, à partir de ce qui existe, un projet qui fasse du sens. J'espère que c'est ce qui se passera. Puisqu'on va construire une fondation pour l'art contemporain ici, je souhaiterais, si c'était possible, que l'ensemble de l'île Seguin soit consacré à la culture. Parce que je suis persuadé que la Fondation François Pinault et le reste de l'île doivent former un tout indissociable. Mais je crois que la ville de Boulogne n'a pas encore défini clairement son projet pour l'île Seguin. Et j'aimerais bien leur faire part de mes propositions concernant l'île tout entière, de manière à être impliqué dans les constructions futures. Je ne remets pas en cause les projets des architectes. Il ne s'agit pas de se faire plaisir dans cette affaire, c'est quand même un terrain important. Donc quels sont les intérêts de la population? Est-ce que c'est d'avoir un beau musée en face pour aller se divertir le dimanche, et pour qui d'ailleurs, ou d'avoir des activités culturelles mais aussi du travail, des logements. Quand on voit le prix des logements à Boulogne, évidemment, plus aucun travailleur de l'île Seguin va pouvoir loger à Boulogne. Ceux qui restent ont été obligés de partir aussi, puisque le dernier quartier populaire de Boulogne, qui était la partie Billancourt, va disparaître, et on va avoir un élargissement de Paris, de Paris, mais de son côté beaucoup plus chic. Bon, c'est le 16e arrondissement, on n'est pas loin de la porte d'Auteuil, de Roland-Garros et du 16e arrondissement. Le conseil municipal de Boulogne-Billancourt a adopté le plan de référence de l'ensemble de l'aménagement de tous les terrains Renault sur le territoire communal le 6 juin 2002. À partir de mars 2003, nous serons opérationnels et nous aurons les documents d'urbanisme, les possibilités. Ça démarrera donc à partir du printemps 2003. Mais d'ici là, deux autres opérations vont démarrer. Premièrement, nous allons modifier dans quelques jours le vieux plan d'occupation des sols de ce morceau de Boulogne pour permettre le démarrage des travaux de la Fondation Pinault, que doit précéder la démolition d'une partie des superstructures de l'île Seguin. Ceci commencera à la fin de la présente année. Et pour que la Fondation Pinault puisse être ouverte dans le courant 2006. Donc on commencera à voir les premiers bâtiments, les premières réalisations, les premiers signes de cette urbanisation à partir de 2006, et les réalisations se poursuivront de 2006 à 2010, 2012. C'est en 2012-2013 que ça sera terminé. Voilà le calendrier. Ainsi, l'île Seguin sera finalement rasée. François Pinault va y construire sa fondation pour l'art contemporain, mais pour l'instant, aucun autre investisseur ne s'est engagé pour les 2/3 restants de l'île. Le pari sera gagné le jour où on pourra dire que sur l'île Seguin, il y a une qualité de création architecturale, d'attractivité, d'invention, d'urbanité à la mesure de son propre projet. Si il devait advenir, et ce serait la pire des catastrophes, qu'à côté de la fondation de François Pinault, il y ait une sorte de mélange inconsistant de construction, on serait là dans quelque chose qui serait le contraire de l'ambition qui est aujourd'hui à la fois celle de François Pinault et celle de Jean-Pierre Fourcade. Donc il y a là peut-être quelque chose à inventer qui mérite quelques efforts, et en tous les cas de faire très attention. Mais moi je suis optimiste, peut-être ai-je tort, je ne sais.
Après une décennie d'hésitation, le compte à rebours est enfin lancé pour la mutation de l'île Seguin. Et il faudra attendre encore 10 ans pour juger de sa réalisation.